Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver autour de cette table pour votre nouveau Café Presse. Qadi Hssen, bonjour. Abed Cherif, bonjour. Saïd Jafar. Bonjour. Et Khaled Rani, bonjour messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour certains, en tout cas, c'est sûr, c'est certain. Qu'est-ce qui vous a marqué? Une image, une déclaration, une info en un mot pour commencer. Abed. Ferme ta gueule. Il l'a fait quand même, c'est incroyable. C'est lui, Zahid, qui parle. Non, c'est Baïri qui parle. C'est Baïri qui parle. Mohamed Baïri, il faut dire qu'il c'est vice-président. Ouais. Je suis d'accord. C'est parfait. Je suis d'accord avec Cherif. L'événement de la semaine, c'est le ferme ta gueule de Baïri, l'expression plate de l'arrogance des nouveaux riches d'Algérie, hein, et qui ont des aspirations très grandes. Il paraît qu'ils vont absorber l'armée. Oh. Le FCE qui intronise aujourd'hui Ali Haddad comme président, et certains cercles parlent d'un homme présidentiable. Bon, carrément. Oui. Moi, je suis supporter du Mouloudia d'Alger et membre de l'Assemblée générale du Mouloudia d'Alger. Le club est entre les mains de Sonatrach, c'est redevenu une entreprise publique avec la plus grosse capitalisation dans le football professionnel. Et depuis cette semaine, nous sommes derniers au classement de la première division. Ouais. Merci qui? Merci Sonatrach. Quelle relation entre Sonatrach et la performance du Mouloudia? À chaque fois qu'ils ont été actionnaires de l'Akhor, on n'a jamais eu de titre avec eux. On n'a quasiment jamais eu de titre avec eux. C'est eux qui décident la manière de jouer des joueurs? Non. C'est géré comme une boîte publique. Bon, alors, à ceux qui demandaient... À ceux qui demandaient la semaine dernière, jeudi dernier, qui gouverne, il n'y a pas vacances de pouvoir, il n'y a pas vacances du pouvoir. On revient même au canon institutionnel. On regrettait ici la semaine dernière que... Oui, pas seulement, tu n'étais pas le seul. On regrettait les communiqués de la présidence. On a eu carrément cette semaine Ali Bourazi, c'est lui l'interface cette semaine. Ali Bourazi, le conseiller Mohamed Ali Bourazi, le conseiller de la présidence, qui a réactualisé la révision de la Constitution. Dommage, encore une fois, pas de délai, pas d'échéance, pas de détails. On ne connaît toujours pas, même pas la motivation première de cette initiative dont tout le monde s'accorde à dire que c'est le président ou l'idée du président de la République. Vous n'y croyez jusque-là pas du tout à cette révision de la Constitution? Est-ce que vous avez toujours la même opinion autour de cette table? Abed, parce que c'est lui qui a toujours insisté là-dessus, entre autres. On parle de la Constitution, mais il n'y a aucune échéance et aucun contenu. À mon avis, ça signifie simplement qu'il n'y a pas un accord sur ce qu'il faut mettre dans cette Constitution. Chacun est dans son jeu. Pour le président Bouteflika, réviser la Constitution doit lui permettre de rester au pouvoir sans gérer et sans assumer la responsabilité. Donc, possibilité de déléguer un certain nombre de pouvoirs au Premier ministre, par exemple, réunir le Conseil des ministres, les conseils interministériels, peut-être signer un certain nombre de documents. Enfin, c'est des détails techniques. Donc, dans sa vision à lui, c'est ça la Constitution. Mais le problème pour lui, c'est qu'il y a d'autres agendas. Celui de l'armée, par exemple, elle a un autre agenda. L'important pour l'armée, c'est la stabilité, la sécurité. Donc, comment organiser la jonction de tout ça? Visiblement, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas encore d'accord, et donc on va dire que ça va se faire dans quelques mois. Donc mais tu n'as pas répondu à la question. Tu y crois encore ou tu n'y crois toujours pas? Ah si, ça peut se faire. Oui. Ça peut se faire, mais on ne sait pas comment. Eux ne savent pas comment. Donc, nous, on ne peut pas savoir non plus. Saïd. Rien de l'autre, je suis entièrement d'accord. À mon avis, même ils peuvent arriver à une entente sur une formalité technique et changer quelque chose dans la Constitution, mais sur le fond du problème, on n'a rien, il n'y a pas d'avancée. On est dans le 4e mandat, c'est-à-dire douga-douga. C'est-à-dire gagner du temps? Gagner du temps, voilà. Gagner du temps. Ou perdre du temps, ça dépend. C'est les deux. Une manière. Pour l'Algérie, on le perd en général. Une manière de gagner du temps aussi de brouiller les cartes. Déjà, on ne connaît pas les détails de cette révision de la Constitution. On ne parle presque plus du poste de vice-président qui, souvenez-vous, a été très évoqué pendant la campagne de l'élection présidentielle. Certains pourront dire une manière de brouiller les cartes parce que cette semaine a été marquée par ces bruits, ces rumeurs sur le changement
changement de gouvernement. D'ailleurs, la visite de Abdelmalek Sellal à Doha a éveillé un peu les soupçons. Il est allé présider une commission mixte algéro-qatari avec seulement 3 ministres. Et c'est monsieur Msehel qui a signé les contrats qui étaient en rapport avec la culture, avec la communication, avec l'enseignement supérieur, avec les ressources hydrauliques. Donc les gens ont dit que peut-être que tous ces ministres allaient sauter. Donc c'est une manière aussi de brouiller les cartes et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Alors on va parler de la révision de la Constitution. Hussein. À mon avis, il y a un élément la révision de la Constitution, c'est un coupe-feu. C'est un coupe-feu qu'on utilise quand il y a le feu. Donc on n'est pas obligé de l'utiliser à froid. Et je pense qu'il y a un élément de désaccord. Abd en a parlé, je suis sûr qu'il existe, il est prégnant. Mais il y a aussi une démarche tactique de vieille malice paysanne, hein, d'attendre qu'il y ait une situation d'urgence où on peut tirer la rébellion et dire voilà, nous on vous propose quelque chose de nouveau face à une situation que l'on pressent, une situation mouvementée que l'on pressent, parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure, les choses sont en train d'évoluer et ça ne sert à rien de donner une révision à froid. C'est aussi une manière de dire que le pouvoir garde son agenda politique, que la demande de l'opposition pour une élection présidentielle anticipée qui est en train d'être médiatisée, tout ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est une manière de dire non, on est là, il faut évacuer tout le reste. Pour occuper les esprits peut-être aussi. Tu as parlé d'un changement que tu perçois peut-être. C'est vrai qu'on peut partir par exemple de Benrazi, de Bourazi, qui admet, le pouvoir a souvent admis qu'il y avait des mutations dans la société, la nécessité d'ouverture. Il va plus loin, avec le message de Bouteflika, il dit « Nous veillons particulièrement à ne pas verser dans l'imitation ». On imagine qu'il parle de la Tunisie, de ce qui s'est passé pas en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ni dans l'improvisation. Alors à ce moment-là, tu perçois, toi, peut-être ça comme un message où il dit, entre autres termes, où il dirait en d'autres... Enfin, il ne le dit pas, mais ça voudrait dire peut-être je vous ai compris, quoi. Ça peut être ça. Je vous ai compris. On n'en est pas là. Quand on revoit les vidéos, quand Compaoré dit « je vous ai compris », il part dans les 24 heures. Quand Ben Ali dit « je vous ai compris », il part aussi dans les 24 heures. Ça, c'est la formule de l'envoi. Bon, sauf que la rue l'a imposé ici et là et pas en Algérie. Ce qui est en train de changer, c'est que je pense que la perception maintenant est forte dans le pouvoir, qu'il est plus possible de répondre aux pressions de la société de la même manière qu'avant, c'est-à-dire en arrosant constamment. Exemple, hier, l'Assemblée nationale a supprimé d'autorité le rappel dans le fonds de pension pour les femmes divorcées qui ont la charge de leurs enfants. Il y a une année, on peut facilement imaginer ou il y a 2 ans, on aurait accepté ce rappel. Parce que ça fait mesure sociale, ça va dans le sens de la politique. Aujourd'hui, on fait plus attention. On fait de plus en plus attention partout. Et on sent que les choses ne peuvent plus... Alors, au niveau politique, par quoi ça se manifeste? Bon, on essaie d'écouter le FFS quand il fait une proposition de dialogue. On essaie d'aller parler on essaie de rétablir des canaux de discussion qu'on avait rompus auparavant. Mais on n'est pas encore dans la posture du changement, de l'ouverture. On n'était en tous les cas pas sur l'agenda de l'opposition. Quand Ben Younes dit il n'est pas le seul, il va falloir, si vous voulez Corsi, il va falloir attendre jusqu'en 2017. Il dit la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est le président de la République. Il a été élu, il va aller jusqu'au bout de son mandat. Ça aussi, c'est pas un message. Vous ne le percevez pas comme un message. On peut essayer de réfléchir peut-être autrement. C'est un message permanent. Oui. Le Bouteflika est installé dans sa tête. Non, on peut discuter de tout, mais pas de ça. C'est ça, là. On peut discuter de tout, mais pas de ça. Bouteflika n'est pas en train de mettre en question sa place. Il n'est pas démissionnaire. Donc c'est clair, quand Ben Younes dit ça, il exprime le point de vue de Bouteflika et de ses amis. La question réelle, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un changement, c'est-à-dire que d'attitude de la part du pouvoir, ça ne peut être
que liée au fait que les ressources pétrolières vont être de moindre sur les prochaines années et qu'il faudra à ce moment-là faire des arbitrages. Où est-ce qu'il faut couper chez l'armée, dans les subventions. Ce sont des arbitrages à faire qui vont être déplaisants pour les uns ou les autres. Et c'est ça qui est le plus important pour l'instant. Vous avez dit ici la semaine dernière, ce mandat, peut-être qu'il fallait le prendre comme un mandat de réflexion, de débat, d'ouverture. Et on a raté les élections et il faut peut-être engager un débat en vue. Vous n'avez pas l'impression d'être écouté ici au CPP? Non? Avoir un petit peu les déclarations dans la semaine. Oui, c'est des choses dont on parle, mais un vrai débat, c'est un débat qui est organisé de manière institutionnelle et par le pouvoir. On peut être une opposition, et même une opposition très forte, mais c'est insuffisant pour faire un débat. Et il se trouve qu'en Algérie, nous avons un pouvoir qui détient la principale manne financière, la principale puissance politique, économique et financière. Et si ce pouvoir est inaccessible au débat, finalement le débat, nous on peut en débattre au CPP, mais c'est pas très utile. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'influence. J'ai envie de vous poser une question, parce qu'on parle d'opposition, on parle un peu du rôle de tout le monde autour de ce pouvoir qui veut se maintenir. La fracture s'est installée entre le pouvoir et la population, ça on le sait. La fracture qui est en train de s'opérer entre l'opposition et le pouvoir, entre l'opposition et l'opposition, ça on l'a vécu aussi, et on le vit, entre l'opposition et les partis qui soutiennent Bouteflika, qui finalement ne se supportent pas, se haïssent. Est-ce qu'on peut apaiser? Est-ce qu'il est possible? Voilà, je vais te donner la parole. Est-ce qu'il est possible d'apaiser tout ça? Vous n'y voyez pas une fracture dangereuse qui peut verser, selon vous, dans le règlement de compte? Abed, c'est pas ça, t'inspirait pas ça? Non, c'est pas ça qui. Moi, je trouve que c'est pas ça qui est excitant. Ce qu'on constate dans le pays, c'est que il y a des représentations politiques qui sont fausses. Les riches sont bien représentés et bien organisés. Mais pour le reste de la société, nous avons de fausses représentations. Nous avons des salafistes. C'est quoi un salafi? C'est un milliardaire salafi, c'est un habitant d'un quartier populaire, c'est un enseignant ou un cadre moyen. C'est quoi un salafi finalement? Et donc nous avons de fausses identifications des gens. Et le faux débat politique impose ces fausses clarifications. Qbaili identitaire, Mzabi ou Jambi. C'est Mzabi, moi je ne reconnais pas la différence entre Mzabi et Jambi. Pour moi, c'est des citoyens algériens. C'est d'abord ça. On peut aller à des classifications basées sur des critères économiques, politiques, mais le climat est tellement pollué qu'on en arrive à ça et on a l'impression que c'est une confusion totale. Ce n'est pas une confusion. Pour moi, les riches sont organisés, structurés, ils gèrent bien leurs affaires. Ce sont eux qui captent l'essentiel de la rente. Et pour les autres, on donne des miettes et on donne surtout une manière de se battre entre eux pour éviter d'aller au combat essentiel. On a une illustration éloquente, l'élection du président du FCE, adoubé par une brochette de ministres en train d'applaudir. Il y a une confusion qui peut choquer, mais qui est quand même illustrative de la réalité politique et économique de ce pays. C'est aujourd'hui l'élection justement du président du Forum des chefs d'entreprise. Oui, bon, sans surprise. Ce sera probablement ou certainement une formalité pour Ali Haddad. Ça se passe à l'Orachi. Une formalité pour Ali Haddad après le spectacle, vous l'avez dit, donc affligeant qu'on a vu, des ministres qui ont assisté à cette dernière de la campagne de Ali Haddad. Le patron de l'UGTA aussi. Le patron de l'UGTA aussi, Sidi Saïd. En effet, qui espère dans son discours que les droits des travailleurs seront respectés par le nouveau patron des patrons, mais je pense qu'il y a un accord entre les deux. Donc, patron, bien sûr, en tant que patron d'entreprise. Comment justifier leur présence? Un ministre de l'Industrie, un ministre des Travaux publics?
C'est scandaleux, un responsable du syndicat, le GTA. Il y a un message très fort qui est le suivant. Le pouvoir, Saïd Bouteflika veut bien faire comprendre à tout le monde que ceux qui se montrent avec Ali Haddad auront accès à cette part importante de la rente dont on parle depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise ne se sont pas mépris sur le message. Ils ont été nombreux à rejoindre le FCE depuis qu'Ali Haddad est candidat et depuis qu'on voit qu'il y a une dynamique de convergence de convergence publique maintenant. Elle était cachée, relativement cachée. Enfin, pour les journalistes, on la connaissait. Mais maintenant, elle est publique. Haddad, c'est le patron du pouvoir. Voilà. Et à partir du moment où c'est lui qui devient le patron des patrons, les gens qui gravitaient, qui ne voulaient pas venir au FCE, qui étaient dans une autre organisation, qui hésitaient, aujourd'hui, il y a eu la semaine dernière une réunion quotidienne du comité exécutif du FCE pour valider, parce qu'ils doivent adouber dans leur statut intérieur, les nouveaux recrues, ils doivent les valider et les parrainer. Et donc il fallait se réunir tous les jours pour les valider. C'était jamais arrivé auparavant. En fait, ce qu'on assiste aujourd'hui, ce que Hamiani a évité de faire, c'est la transformation du FCE en parti politique réel. En organisation de masse. Ce n'est plus le nec le plus ultra des entreprises qui est rassemblé. Il ratisse l'argent, le BTP ABBA. C'est-à-dire, il est en train de s'installer en organisation patronale unique. C'est ça l'objectif. Ouais. On a un syndicat unique, on va avoir un patronat unique dirigé par Haddad. Hein, et c'est la démarche, c'est une politisation franche. Tant mieux. D'ailleurs, ça suffit d'avoir des gens hyper riches qui font semblant de parler technique. Ils font de la politique. Un patronat unique, c'est pas forcément mauvais. Hein. Dans les pays développés aussi, on se dirige vers l'unicité des organisations patronales pour défendre ensemble ses droits. Oui, mais un patronat qui fait parti politique. Oui, un vrai patronat, bien sûr. Il faut préciser qu'Ali Haddad a été le moteur du soutien des patrons au candidat Abdelaziz Bouteflika. Moi, je discutais avec des membres du FCE, des chefs d'entreprise, qui me disaient c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Aller voir personnellement les patrons, presque les obliger à soutenir. Parce que, il faut le dire, Hamiani ne voulait pas que le FCE s'engage ouvertement et il a payé. Il a payé par la suite. Il a pris le train tardivement, même si le soutien a été fort. Mais pour le pouvoir, ce n'est pas Monsieur Hamiani qui a soutenu, c'est grâce à Ali Haddad qui a convaincu les patrons de soutenir ouvertement et de mobiliser des centaines de millions de dinars pour la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika. Bon, pendant la campagne, il faut aussi préciser que malgré tout le soutien qu'il avait apporté, Ali Haddad a eu des problèmes pendant la campagne électorale. Certains cercles présidentiels l'ont accusé de soutenir implicitement d'autres candidats, en l'occurrence Ali Ben Fliss. Donc il a été obligé de prouver qu'il était dévoué. Il a organisé personnellement les meetings de Abdel Malek Sellel et de Ahmed Yahya en Kabylie. Il a mobilisé tout le monde, ses employés, son argent. Il était à la droite de M. Sellel et de M. Yahya. Donc, c'est peut-être aussi la récompense pour lui. Mais je pense que pendant la campagne, on ne parlait pas de lui comme président du FCE parce que, comme on disait juste avant l'émission, côté personnalité, côté intellectuel aussi, Hamiani et Haddad, c'est pas la même chose. Oui, mais il n'a pas tort, Haddad, de faire ce qu'il fait. À partir du moment où il a en face un pouvoir qui est incompétent ou un pouvoir faible, c'est un peu normal que le patron veuille être patron. Par rapport à quoi ? À la loi, à la morale, à la politique, à l'éthique, par rapport à quoi ? Attends, Abed. Que l'influence d'un patron sur les politiques, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, ça existe partout. Seulement, là, ça se fait... En général, ça se fait de manière non institutionnelle, c'est-à-dire c'est non institutionnalisé. Les interventions sont non institutionnalisées. Un ministre et un patron peut être proche d'un ministre et vice-versa, décider ou faire en sorte à ce qu'une décision ne passe pas ou retirer une. Ça, c'est un peu normal. On discute de ce que fait Haddad ou de ce que font les patrons. C'est parce que nous, on n'est pas des patrons, hein, on est en général des salariés. La seule reconnaissance qu'on peut avoir à des patrons, la légitimité qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils soient des gens producteurs, des gens qui créent. Or là, ce ne sont que des gens qui émargent à la rente. En gros, très peu sont des producteurs, des industriels. Et donc ça, on pose une question de fond. Y a-t-il une légitimité particulière au fait qu'aujourd'hui,
un groupe restreint dispose d'une part plus large de la rente par rapport aux autres. C'est ça la question. Elle est d'ordre politique, éthique et même de l'ordre de l'économie. Qu'est-ce qu'ils apportent en fait au pays? Voilà. C'est ça la question. Si seulement c'était un vrai patronat, Ahmed Yahya les appelait les limonadiers. Une manière de se moquer d'eux, parce que pour lui, le FCE n'était pas de vrais patrons, c'était pas de vrais chefs d'entreprise. Sympathique. Oui, parfois, par moment. Non, il faut bien quand même noter. Ce qui est arrivé jeudi dernier, c'est un peu la quintessence des 3 mandats et du 4e engagé. C'est les années Bouteflika. C'est ce à quoi devaient déboucher les années Bouteflika. C'est-à-dire tuer le politique, le disqualifier, cerner le monde des affaires, faire en sorte qu'il n'y ait pas un capitalisme comme celui qu'a décrit Saïd à l'instant, dynamique, producteur, générateur de valeur. Faire en sorte que ce capitalisme-là soit confiné au capitalisme des amis. Ali Haddad a grandi sur les commandes publiques. Voilà, il a grandi sur les commandes publiques. Il peut s'en affranchir aujourd'hui. Il est en train de s'en... Il peut s'en approcher. Il a les moyens de s'en approcher. Je voulais finir. Il y a une autre ligne, un autre sentier possible pour le capitalisme algérien qui, dans la même semaine, s'est distingué. C'est celui, il faut le dire aujourd'hui, de Essaad Rabrab, qui a fait une conquête à l'international, une nouvelle, parce qu'il ne pouvait pas faire sa sidérurgie, son complexe sidérurgique en Algérie, il l'achète en Italie. Il est parti, tout le monde le sait, dans une proximité semblable un peu à celle de Haddad aujourd'hui avec le pouvoir. Dans les années 90, lui était un peu dans la même proximité. Ils s'en est affranchis. Et cette ligne, ce sentier de croissance du capitalisme algérien est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est celui qui peut créer la diversification dont nous avons besoin. La branche Haddad, la façon de faire du capitalisme de Haddad, elle dépend des commandes publiques. J'espère qu'elle va changer dans l'avenir. Pour le bien de l'Algérie, j'espère qu'elle va changer. Mais pour le moment, si les ministères, si Ammar Roul ne fait pas une commande, Haddad ne travaille pas. Aussi Qadi, c'est le ministre des Travaux publics. Voilà. En fait, la question profonde et durable, c'est ça l'enjeu politique central, c'est que nous sommes aujourd'hui, il y a une réunion de l'OPEP. Ça se discute sur fond de chute des prix avec des scénarios catastrophes. On risque d'arriver à $60 et peut-être moins. Et donc, durablement, le système tel qu'il fonctionne, il peut tenir parce qu'il y a le fonds de régulation des recettes, il y a encore les réserves de change, il y a de la marge. Mais si la baisse est durable, on va avoir de vrais problèmes et des arbitrages. La vraie question politique est, est-ce que l'armée va accepter de contenir la population pour des nouveaux riches dont la légitimité quand même est contestable, c'est-à-dire dans l'apport au sens vraiment technique à l'économie, au sens de création des valeurs, est quand même dubitatif. Et c'est la vraie question. Et si on revient à la bonne vieille analyse des classes, on va dire que le gouvernement est aujourd'hui signe son alliance avec les riches. C'est même pas des capitalistes, c'est des riches. Il y a une nuance. Et il ne permet pas aux gueux de s'organiser, d'avoir de vrais partis, etc. Alors qu'il chapeaute, il patronne, il organise les autres. Il est avec eux. Cette complicité pose problème. Et il y a c'est quand même le seul point sur lequel l'Algérie est un peu spécifique. C'est l'histoire d'une armée. Je ne sais pas si elle veut s'en débarrasser ou si elle veut garder cet héritage. Elle a un héritage. Elle va être obligée de faire les arbitrages. Je vois mal l'armée faire un arbitrage au profit de Haddad, mais je ne vois pas les signes d'un autre arbitrage. Donc voilà, c'est la grande question pour l'avenir. Je suis un peu perturbé. Depuis tout à l'heure, je suis perturbé par les analyses de gauche qui me débordent totalement, là, notamment celle d'Abdjalaf. Mais maintenant, je suis perturbé par la neutralité que vous donnez à l'ANP. L'ANP, elle est dans le système de l'argent. Je suis désolé, la haute hiérarchie de l'ANP ne va pas arbitrer. Tu te poses la question. C'est pas de celle-là. Non, je parle de la haute hiérarchie. Attendez, quand même. Ouais, allons au bout des choses.
Vous voyez, vous, le général Gaël Saleh, arbitrer en faveur des gueux contre les milieux d'affaires qui prennent la rente. C'est lui qui a rendu possible le 4e mandat, la continuité des choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Non. L'ANP, la haute hiérarchie de l'ANP, malheureusement, elle ne peut plus jouer ce rôle-là. Gaël Salah, c'est très conjoncturel. Gaël Salah, ça va tenir 1 an, 2 ans. On parle des grandes lignes, la tendance lourde, la fameuse formule des années 90. Qu'on ne connaît pas finalement. Oh, voilà. Qu'on ne connaît pas finalement. Non, j'avais juste envie de vous dire une chose. Aujourd'hui, le FCE, c'est Haddad. Hier, c'était Hamiani, mais c'est pareil. Non. Non, c'est pas pareil. Attendez. C'est un peu plus chic avec Hamiani. Beaucoup plus chic. Il avait un discours, il avait beaucoup de doigté. Non. Je vais aller plus loin. Reda Hamiani, le président du FCE, le précédent président du FCE, est sorti dans des déclarations fracassantes contre la loi de finances complémentaire de 2009. Et la 51-49 aussi. Voilà. Et il y a une partie du patronat qui lui en a voulu, lui a dit, tu nous gâches la relation avec Yahya, avec Gouvernement. Il a dit des choses très, très tranchées sur la stratégie industrielle. Il a pris des positions. Non. Il l'a payé par un ordre donné aux entrepreneurs publics de quitter le FCE. Voilà. On lui a fait montrer que il n'est pas en odeur de sainteté. Il s'est rendu, il s'est tout de suite rallié. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que même les entrepreneurs publics, on va leur ordonner d'aller au FCE. C'est pas, on va leur ordonner, ils vont y aller. C'est ça qui est intéressant. On crée un parti politique des riches. Mais le patron est le même. Très peu d'investissements, beaucoup d'importations, voilà. C'est pas toujours, c'est pas toujours de leur faute. C'est un fait. C'est pas toujours de leur faute. Bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est pas toujours de leur faute. Le gouvernement algérien, il y a beaucoup trop de domaines où on ne permet pas l'investissement du secteur privé. La radio, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de domaines. Ali Haddad a parlé de l'ouverture du ciel en s'adressant à Amar Roul pour lui dire que ça va s'ouvrir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de compagnie privée algérienne dans le transport aérien. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de compagnie privée algérienne dans le secteur bancaire. Depuis l'affaire Khalifa, on a interdit aux privés algériens de créer des banques. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'y a aucune raison. Et ainsi de suite. Il y a plein de secteurs où l'investissement privé est fermé, est interdit. Donc, ce n'est pas que de la faute. Il faut bien être équilibré là. Si c'est de leur faute, ils ont fait... Il a fait campagne pour un candidat qui a ce programme-là, point. Oui, de ce point de vue-là, on est d'accord. Oui. Voilà. Parler de l'actualité tunisienne cette semaine, de ces élections. On va aller vers un deuxième tour. Merzouki, Essebsi. Les Tunisiens nous ont surpris ici en Algérie par leur évolution. Et ils nous ont surpris davantage par leur choix. Sans doute, est-ce qu'on peut expliquer ou leur expliquer pourquoi est-ce que l'opinion ici en Algérie est partagée? Abed. L'opinion est partagée en Algérie parce que la société tunisienne ressemble beaucoup à la société algérienne. Donc on retrouve les mêmes clivages. Éradicateurs, islamistes, conservateurs. Enfin, les conservateurs, ça englobe ceux qu'on appelle nationalistes, zama. Et donc on retrouve ces mêmes clivages et on s'identifie plus facilement à la Tunisie que par rapport à un pays européen ou là, et voilà. Donc, je trouve que c'est assez normal. Durant les années 70-80, ceux qui s'intéressaient un peu à la politique vivaient par procuration la vie politique française. Là, c'est bien qu'on la vive en Tunisie, c'est plus sérieux, c'est plus proche, et on le sent. Et donc, c'est très bien que les Algériens soient partagés, comme les Tunisiens, comme le vote des Tunisiens, c'est très bien. C'est un signe que la vie politique des Tunisiens est sérieuse. On peut se poser la question si le clivage il n'est pas aussi entre guillemets tribal, parce que Monsef Merzouki s'est toujours identifié au sud. Il est du sud, il s'est toujours identifié au sud. Il y a en plus de la dimension sociale qui est tout à fait réelle, on ne peut pas le contester. Il y a quand même le fait que dans des régions du nord, d'où est partie la révolution, on a voté pour le BCE. Moi, je voudrais tordre le cou définitivement à un concept qu'on applique sur la Tunisie. C'est le concept d'éradicateur. Nous transportons de chez nous un concept qui est propre à la situation algérienne. Il y avait une partie des élites occidentalisées algériennes qui considéraient que la réponse face aux fils au début des années 90, c'était l'éradication. C'est-à-dire non pas seulement combattre ceux qui ont pris les armes, mais combattre et éliminer, éradiquer, retirer
totalement du champ ceux qui en étaient l'expression politique, d'où éradication. Cette attitude politique, elle est extrêmement minoritaire en Tunisie. Nida Tounes, ce n'est pas un parti éradicateur. Nida Tounes, c'est un parti qui conçoit que les islamistes tunisiens existent. Il ne veut peut-être pas des salafistes. Et je pense que depuis 20 ans, et tout ce qui s'est passé en Algérie et dans d'autres parties du monde, plus personne ne veut de salafistes djihadistes comme alternative politique. Mais en Tunisie, Nida Tounes, ce n'est pas les éradicateurs algériens. Je suis désolé. C'est un parti qui veut faire gagner un camp dans la société tunisienne, qui veut le retour à la stabilité, qui veut maintenir la relation avec l'Europe, etc. Mais qui accepté un retour vers Sepsi, ce que représente Sepsi, ce n'est pas de l'éradication. Mais qui conçoit. Sinon, c'est pas possible que ça fonctionne. Nida Tounes conçoit la présence de Nahda et conçoit que Nahda soit un parti politique qui voulait. Sinon, c'est pas possible. Le modèle tunisien n'aurait pas pu fonctionner si Nida Tounes était éradicateur. Ça, il faut bien l'intégrer en tête. Faire une émission, voilà, faire une émission rien que voilà, pour s'inspirer de l'expérience tunisienne et algérienne de part et d'autre. L'arbitrage, il va en falloir maintenant des réserves de voix. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Lotfi Madani. Lotfi Madani qui est un ancien journaliste. Il habite en Tunisie depuis 2005, c'est ça, il habite en Tunisie depuis 2005. Et il donne son avis sur ce qui s'est passé en Tunisie. Il aurait voulu être avec nous aujourd'hui autour de cette table, c'était pas possible. Je vous propose de l'écouter, puis on revient tout de suite après sur justement ces réserves de voix et cet arbitrage. C'est parti. Alors, un arbitrage pour les partisans de Hamami, probablement, oui, ça va peser, ça va compter parce que l'électorat du Front populaire est relativement discipliné, hein, parce que il y a une vraie adhésion à un parti, à des valeurs d'un parti. Slim Riahi, c'est beaucoup plus difficile parce que son électorat, on sait qu'il est jeune, qu'il est plutôt, l'essentiel de son électorat, ça a été dans la région de Tunis, dans les périphéries, dans la périphérie urbaine, donc dans les quartiers populaires un peu pauvres, parce que c'est le miracle, c'est un exemple, oui, de miracle. C'est voilà, de la réussite dans les affaires, dans le football, puisqu'il est président du club africain. Donc tous les supporters du club africain drainent derrière eux un électorat qui allait voter Slim Riahi, mais il n'est pas sûr qu'au deuxième tour, une consigne de vote de Slim Riahi fonctionne. Contrairement au Front populaire, qui est un parti quand même qui a des traditions, qui est discipliné. Là, le parti de Slim Riahi est nouveau, il n'a aucune tradition politique, on ne sait même pas quel est le nombre d'adhérents réellement. Donc c'est un peu plus difficile. À mon avis, l'électorat de Slim Riahi est plus volatile. Et on ne sait pas dans quel sens il va aller. A priori, c'est plutôt des jeunes, ils devraient plutôt s'abstenir au deuxième tour. Mais une partie pourrait aller plutôt vers Nida Tounes que vers Marzouki, puisque le modèle que Slim Riahi porte, c'est un modèle d'économie libérale, le monde des affaires, ce que ne représente pas du tout Marzouki, qui en plus est allié à Nahda, et ces jeunes qui votent Slim Riahi sont plutôt déçus par Nahda. Béji Qaïd Sepsi peut représenter un peu quelque chose, bon, s'ils vont voter, hein, qui représenterait mieux le monde économique, le monde des affaires, ce que Marzouki ne représente absolument pas. On a, si je comprends bien notre ami Lotfi, l'électorat de Slim Riahi, il est incertain. Hein, donc c'est l'électorat d'un milliardaire. On n'est pas sûr qu'il ira vers Béji Qaïd Sepsi. Par contre, l'électorat de Hamami serait de manière très disciplinée, il irait vers Béji Qaïd Sepsi. Or, là où ça me gêne, c'est que j'en suis pas très sûr que même si Hamami décide de soutenir Béji Qaïd Sepsi, que cet électorat votera automatiquement. Parce que ce que nous montre ce premier tour, c'est qu'en réalité, les Tunisiens ont un vote plus ou moins de classe, à partir de leurs propres intérêts de classe. Ils ne votent pas uniquement par l'idéologie. L'idéologie a été très secondaire, donc ce sont des positions de classe qui ont déterminé. Le Sud pauvre s'est identifié à Marzouki, le Nord riche, c'est ça la Tunisie, moins pauvre, hein, s'est identifié à Béji Qaïd Sepsi. Donc, pour moi, il y a quand même une très grande marge d'incertitude sur le vote que l'électorat de Hamami va faire, quel que soit d'ailleurs le choix que fera la direction du parti. Moi, ce que je note, c'est
D'abord, un premier fait, on annonçait une victoire, enfin, disons, une première place de Merzouki, de Sebsi, avec un écart beaucoup plus grand. Finalement, c'est beaucoup plus resserré que ce qu'on disait. On parlait même d'une victoire au premier tour. Oui. Donc voilà, les sondages. Voilà, c'est premier point. Deuxième point, on va se retrouver dans une situation dramatique pour la gauche tunisienne. Soit elle vote pour un candidat. Non, moi je dis conservateur, je dis pas droite. Ça ne résume pas vraiment, c'est pas. Je reviens à mon idée. Donc, soit elle vote pour l'ordre établi, soit elle vote pour le Rachi, qui est avec Merzouki. Le Rachi, il est constitué en partie par des islamistes. C'est le peuple. C'est un dilemme que l'Algérie a vécu il y a 20 ans, qu'elle continue de vivre, et elle n'arrive toujours pas à trancher dans la pensée de gauche. Comment il y a 3 semaines l'élection de législative. L'une de ses conclusions, c'était que la gauche n'avait aucun ancrage populaire et qu'elle comptait pour rien. Il avait même ajouté que c'était les amis de Ihsan. Alors, tant mieux que l'ex-Pacte maoïste qui a fait le Front populaire soit aujourd'hui en position d'arbitre. Ça veut dire quand même que ce type d'investissement, ce type d'ancrage, il y a aussi un lien populaire. C'est très bien. Oui. C'est une très très bonne nouvelle. Mais il est aujourd'hui beaucoup plus otage de Nahda qu'il l'a été il y a 3 ans, en 2011, quand il était numéro 2. Il est arrivé en deuxième position. En réalité, je ne suis pas d'accord, il ne peut pas être otage. Si aujourd'hui Merzouki est élu, ça donne encore plus de chance à la démocratie tunisienne d'avoir un rééquilibrage par Merzouki. Il ne va pas défendre les islamistes. Ils ont tranché de Merzouki. Mais moi, j'aime bien les parallèles parce que ça nous permet un petit peu de comprendre. Merzouki s'est retrouvé... Merzouki, c'est un droit de l'homiste. En gros, si on veut le caricaturer en 2 mots, c'est un droit de l'homiste. Il s'est retrouvé en prison avec les islamistes. Saïd Saadi s'est retrouvé en prison avec Ali Belhadj. Sorti de prison, une élection gagnée par Ali Belhadj et ses djihadistes a contraint Saïd Saadi à lui déclarer la guerre. Merzouki n'est pas dans la position de Saïd Saadi, il est plutôt dans la position de Ali Yahya Abdelnour, qui était en prison avec Ali Belhadj. On ne peut pas dire que Ali Yahya soit un islamiste, mais il est resté dans ses positions de droit de l'homiste. Humaniste. Ces positions-là, on les retrouve aujourd'hui en Tunisie. C'est pour ça que il me semble que Merzouki est le plus fidèle à ses positions. Non, le débat, c'est pas celui-là. On se trompe de débat. Là, il me semble que là, il ne s'agit pas de dire qui est le meilleur pour la Tunisie pour l'avenir. La question est de savoir est-ce que les reports qui va gagner, qui a des chances de gagner. Est-ce qu'il y a encore des réserves de voix pour Badji Qaïd Sebsi? Est-ce que Merzouki a fait le plein dès le premier tour? Voilà, c'est que Moustapha Merzouki, il a été président pendant 3 ans. Il est associé au bilan de la Troïka et qui a un passif et que le Nahda a perdu les législatives et qu'on est quand même dans une dynamique de sanctions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on ne parle pas d'un homme neuf. Donc cette dynamique-là, elle compte dans les urnes. Mais tu as quelqu'un... J'ai jamais vu quelqu'un aussi décrié par la presse tunisienne comme Merzouki. C'est d'un niveau lamentable. C'est des insultes de bas de gamme, etc. Et ce type-là, il se retrouve avec... D'ailleurs, dans la presse tunisienne, il serait le dernier. Il se retrouve toujours partant avec 34% de voix. Mais ils ont compris que ce trio-là a peut-être réussi la transition et a amené le pays à bon port. Et peut-être qu'ils diront... Et on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas un système, un système uni du Parlement jusqu'au président et au gouvernement avec le même camp. Voilà, on espère. Le plus important, c'est comment faire en sorte que la Tunisie continue d'avancer. Voilà, on va terminer là-dessus. Merci, messieurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à jeudi prochain. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.